Alors, nous allons maintenant aborder le sujet sous un angle biomédical, avec une présentation des différentes solutions techniques d'apport en oxygène qui existent et de leurs avantages, de leurs inconvénients. Et c'est Benoît-Pierre Ligaud, qui est ingénieur biomédical référent chez Médecins sans frontières France, et qui est également membre du conseil d'administration du MATEM, qui va partager avec nous son expertise. Benoît-Pierre, je te laisse prendre la parole. Merci. Ok, bonjour à tous. Merci Cathy pour l'introduction. Alors, je partage mon écran. Vous me dites si vous le voyez. Oui, est-ce que c'est bon? Oui, c'est impeccable. super. Donc, voilà. Alors là, l'idée de cette présentation, c'est de vous faire un peu un retour d'expérience sur les différentes solutions de production et d'approvisionnement en oxygène qu'on a pu utiliser au sein de Médecins sans frontières, donc pour la prise en charge du Covid-19. Donc en deux mots, Médecins sans frontières, donc on travaille au global dans tous les pays en rouge sur cette carte. Et les pays donc cerclés de vert sont des pays où on a donc changé l'activité donc régulière pour prendre en charge une activité donc de patients Covid confirmés ou un support au ministère de la Santé sur cette thématique. Donc c'est donc dans ces pays où on a eu à utiliser différentes solutions de production et d'approvisionnement en oxygène dont on va parler maintenant. Donc, les différents moyens d'approvisionnement en oxygène, on a 4 solutions principales qu'on peut lister ici. Donc, c'est donc les concentrateurs mentionnés par Adriana, les bouteilles à oxygène, les centrales de production d'oxygène et les cuves d'oxygène liquide. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de faire un retour d'expérience de la solution la plus simple à la plus sophistiquée. Et donc, ce sont toutes des solutions qui sont recommandées par l'OMS dans la lutte contre le Covid-19. Donc, la première solution qu'on peut discuter, qui est la plus simple à mon avis et la plus rapide à mettre en place, ce sont les bouteilles d'oxygène. Donc, c'est à mon sens parfait pour un début d'activité, car on les trouve facilement près des hôpitaux où on travaille. Sont des équipements qui n'ont pas besoin d'électricité. C'est relativement peu coûteux. Ça permet d'alimenter aussi, comme on voit sur la photo, un petit réseau à l'échelle d'un service. Mais attention cependant, un patient sévère peut consommer jusqu'à 4 bouteilles B50. Donc les bouteilles B50, ce sont ces bouteilles-ci, donc qui sont quand même assez conséquentes. Donc il faut se méfier, il faut faire très attention à l'organisation des rotations pour le remplissage et ne pas hésiter à doubler son parc de bouteilles pour organiser des rotations correctes. Et bien évidemment, favoriser les bouteilles de grand volume comme le B50, puisque si on part sur des bouteilles type pompier, type urgence, sont des bouteilles qui, sur cette thématique Covid-19, vont se vider en moins d'une heure sur un patient qui aura besoin de 20 litres par minute d'oxygène. Un petit rappel sur le calcul de la quantité d'oxygène disponible dans une bouteille. Donc le calcul est fait de la façon suivante. On prend le volume de la bouteille, le volume réel, on le multiplie par la pression en bar et ça nous donne le volume utile en oxygène. Donc si je prends l'exemple du B50, on a 50 litres en volume de bouteille, multiplié par une pression à 150 bars. En règle générale, on pressurise nos bouteilles, ce qui nous donne un volume utile de 7500 litres qu'on peut distribuer aux patients. Donc, c'est important de se rappeler ce calcul. Les limites au niveau des bouteilles d'oxygène, puisque c'est facile à installer, mais la difficulté, c'est de se méfier de la qualité de l'oxygène fourni. C'est donc l'oxygène médical, c'est un médicament, c'est donc une compagnie pharmaceutique qui doit nous délivrer cet oxygène, nous remplir nos bouteilles. Et donc, il est très important de demander un certificat de composition du gaz, puisqu'on a ici dans ce tableau la composition acceptable de l'oxygène avec la qualité et le niveau de tolérance qu'on peut accepter en termes de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, dioxyde de soufre. Donc, c'est très, très important de monitorer ça, de demander un certificat ou, si ce n'est pas possible, de l'analyser nous-mêmes grâce à des équipements comme cet analyseur ou des tubes détecteurs qui permettent de vérifier les différents points listés dans ce tableau.
La limite de la bouteille d'oxygène aussi, c'est la quantité d'oxygène qui est limitée. On l'a dit, un patient sévère peut avoir besoin de plus de 4 bouteilles B50 par jour. C'est donc un besoin énorme pour une quantité finalement qui est assez limitée dans la bouteille. Il faut se méfier aussi de l'approvisionnement. Donc, avec des bouteilles, on est tributaire d'une compagnie qui peut avoir des ruptures d'approvisionnement, qui peut ne pas livrer. Donc, c'est un point qui est très sensible. Il faut se méfier des manipulations, du transport, de l'utilisation. Donc, la bouteille d'oxygène est une bouteille pressurisée sous haute pression qui peut exploser si elle tombe au sol, si les connecteurs sont mal mis, si elles ne sont pas sécurisées. Au niveau du transport, il y a toute une procédure, il ne faut pas fumer. Voilà, donc ce sont des choses qui sont dangereuses à manipuler et on conseille de sous-traiter d'ailleurs le transport aux compagnies qui nous remplissent les bouteilles. Attention à la qualité des détendeurs, on l'a observé dans certains terrains d'intervention. Il faut vraiment prendre des détendeurs qui sont certifiés avec une assurance qualité suffisante, puisqu'on arrive à trouver des contrefaçons dans certains endroits qui sont vraiment pas solides, qui peuvent casser à la première utilisation, et c'est vraiment dramatique. Et donc, on le sent hein, quand on les soupèse, les détendeurs de mauvaise qualité sont généralement très légers en comparaison d'un détendeur habituel. Une deuxième solution très intéressante, c'est le concentrateur d'oxygène. L'avantage du concentrateur d'oxygène, c'est qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il vient concentrer, comme disait le docteur Patrick, on a 21% d'oxygène dans l'air ambiant. Donc ce concentrateur vient concentrer ces 21% pour justement les concentrer à plus de 90%, et donc retirer l'azote. Donc, on est autonome sur la production, on n'est pas tributaire d'une compagnie. C'est une solution qui est relativement abordable puisque l'équipement coûte environ 1 000 euros. Et la maintenance est relativement simple, si tant est qu'on ait reçu une formation une fois. Enfin, en tout cas, la maintenance est tout à fait internalisable dans un hôpital. Les limites de cet équipement sont le débit et la pression. Donc, le débit maximum, c'est 10 litres par minute à notre connaissance hein, sur les concentrateurs d'oxygène, ce qui est insuffisant pour alimenter certains appareils à haut débit ou les CPAP. Les pressions de sortie sont environ d'1 bar, ce qui est insuffisant aussi pour y brancher un respirateur de soins intensifs, ventilateur de soins intensifs. Et on a besoin d'une machine par patient, bien sûr, et donc d'un secours électrique par machine, puisqu'on peut être amené à travailler dans des endroits où il y a des coupures d'alimentation régulières. Et le gros problème qu'on a en ce moment, dû à cette pandémie Covid-19, c'est la disponibilité limitée sur le marché qui est saturé au niveau de ces équipements. Il faut donc considérer environ 3 mois de délai d'approvisionnement sur ce genre d'équipement. On a aussi une autre solution qui est le générateur d'oxygène, donc qui est un équipement qui marche de la même façon qu'un concentrateur en étant un peu plus puissant. Donc il est pareil autonome, il va récupérer les 21% d'oxygène dans l'air ambiant pour les concentrer à plus de 90%, sauf que son débit et sa pression sont beaucoup plus élevés, donc de 20 à 40 litres par minute et une pression de travail à 3 bars. Ce qui permet d'alimenter voilà, les respirateurs, les machines à haut débit, les CPAP, finalement tous les dispositifs d'oxygénothérapie utiles sur la thématique Covid-19. Ça nous permet une mise en place modulaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs générateurs, hein, contrairement à une centrale de production qu'on verra juste après. Et donc, si un des générateurs tombe en panne, a besoin d'une maintenance, on a les autres qui nous permettent de continuer à avoir de l'oxygène. C'est relativement compact, facile à transporter et la maintenance n'est pas trop complexe. Elle est vraiment très similaire à un concentrateur d'oxygène, donc ça peut s'internaliser aussi. Les limites de cette solution, c'est le coût. Le coût, on va dire qu'on est à peu près à 10 000 euros par machine. Donc 10 000 euros pour le débit produit par l'équipement, ça reste une solution chère. Et au niveau de la disponibilité aussi sur un marché très tendu, ce sont des équipements qui nécessitent d'être commandés 3 mois à l'avance auprès des fabricants actuellement. Et on a besoin aussi d'un secours électrique, bien sûr, sur ce genre d'équipement qui est plus important qu'un concentrateur d'oxygène.
Au sein de Médecins sans frontières France, on a décidé plutôt d'aller dans cette direction en fonction des différentes solutions qu'on a testées. Ça serait voilà, de mettre en réseau, de créer des mini-réseaux avec des générateurs d'oxygène. Ça nous permet ça nous semble être la solution finalement la plus compacte et qui nous permet d'apporter un maximum d'oxygène dans nos services. Donc, c'est mettre en cascade plusieurs générateurs, petits générateurs, pour les brancher à un réseau de distribution comme on pourrait avoir sur une centrale de production d'oxygène. Donc ça simplifie l'hygiène du service, bien sûr, ça simplifie l'utilisation et ça permet de réduire les coûts par litre d'oxygène produit au regard du générateur tout seul. La centrale de production d'oxygène, donc là, toujours pareil, c'est un équipement qui va récupérer l'oxygène qui est présent dans l'air ambiant. Donc c'est autonome, on n'est pas tributaire d'une compagnie externe. Ça nous permet d'apporter de larges quantités d'oxygène, bien souvent supérieures à 500 litres par minute. Ça nous permet donc une alimentation de tout type de dispositifs d'oxygénothérapie, type CPAP, respirateur. C'est simple pour les utilisateurs, il n'y a qu'un débitmètre à brancher au mur. C'est au niveau de l'hygiène très simple, voilà, on n'a pas plein d'équipements partout dans le service. Cependant, il faut faire attention car il n'y a pas de redondance. En fait, si notre centrale de production tombe en panne, on n'a plus d'oxygène dans tout l'hôpital. Donc, il faut bien penser au secours en bouteille et en quantité. Ça nécessite la mise en place d'un réseau en tuyaux cuivrés, d'un local technique qui doit être climatisé, ventilé, d'un monitoring, d'alarme. Donc, c'est quelque chose qui est presque un projet de construction en soi. C'est quand même très lourd à installer. C'est aussi très lourd à entretenir. À MSF, on a décidé de l'externaliser. On ne sait pas faire en interne. Donc, ça nécessite un contrat de maintenance par un agent agréé de la marque qui doit être présent sur place et à proximité. C'est relativement coûteux à l'installation. Ce genre d'équipement, on est en moyenne autour de 150 000 € pour un système complet avec les réseaux. Ça ne s'installe pas en urgence. On ne peut pas espérer avoir ce genre d'équipement en moins de 15 jours fonctionnel. Il y a des contraintes énormes de transport. Certaines centrales de production ne rentrent même pas dans un conteneur maritime. Et sur ce genre de solutions qui produisent de larges quantités d'oxygène, il faut faire très, très attention au risque d'incendie. La dernière solution, c'est le réservoir d'oxygène liquide. Le réservoir d'oxygène liquide, il est très intéressant parce que ça permet de stocker une énorme quantité d'oxygène. Les ratios sont pour 1 litre d'oxygène liquide environ, ça distribue 800 litres d'oxygène gazeux qu'on peut distribuer aux patients. Donc, ce sont des ratios qui sont vraiment énormes. Le coût d'installation est relativement modéré. Ça coûte le prix finalement de la cuve qui n'est pas si cher que ça. C'est pareil, c'est connecté à un réseau de distribution, donc c'est simple pour les utilisateurs, au niveau de l'hygiène aussi. Mais pareil, voilà, au niveau des limites de ce genre de système, c'est qu'on est tributaire d'une compagnie pharmaceutique extérieure qui doit nous remplir les cuves, qui doit nous livrer. Et donc, si jamais il y a une rupture d'approvisionnement de ce côté-là, on n'a plus d'oxygène du tout à l'hôpital. Il faut faire très attention toujours à la qualité de l'oxygène fourni, comme pour les bouteilles. Ça nécessite un bon dimensionnement du réseau parce que s'il est trop petit, l'évaporateur est trop petit, on risque d'avoir du gel au niveau des tuyaux et donc plus d'oxygène qui arrive jusqu'au patient. Et en fait, c'est relativement coûteux à l'utilisation puisqu'on doit payer à chaque fois le remplissage des cuves. Le support technique ne peut pas être internalisé, du moins c'est le choix qu'on a fait à MSF. Et toujours pareil, prendre en compte le risque d'incendie dans ce genre de grosses solutions de stockage. Voilà, donc juste pour synthétiser, c'est pour reprendre les différents équipements qu'on a pu utiliser, les concentrateurs, les générateurs, les bouteilles, les centrales de production, les cuves d'oxygène liquide. On voit qu'il y a des avantages et des inconvénients partout, et du coup, on en a discuté. Et on voit finalement la dernière colonne, la compatibilité avec les dispositifs d'oxygénothérapie. Donc on voit que seul le concentrateur a des limites à ce niveau-là et ne peut pas alimenter respirateur, machine à haut débit, certaines CPAP. Sinon, le reste permet d'utiliser tous les systèmes dont on a besoin au niveau de l'interface patient. Donc, pour conclure, je dirais que la stratégie qu'on a eue à MSF France, ça a été d'utiliser toutes les solutions
possible, en fait, puisque l'oxygène était indispensable pour prendre en charge des patients Covid. Donc, on a exploré toutes les solutions. Mais après, il faut aussi choisir celle, quand on a le choix, la solution la plus adaptée au contexte en fonction du besoin en oxygène. Est-ce que notre besoin il est plutôt bas débit, basse pression pour, je ne sais pas, utiliser uniquement des masques à oxygène, donc le concentrateur d'oxygène est parfait pour ça. Ou au contraire, est-ce qu'on veut brancher des respirateurs de soins intensifs? Dans ces cas-là, on devra choisir une solution un peu plus costaud. Le degré d'urgence, c'est-à-dire que vu l'état du marché actuel pour tout ce qui est équipement de production d'oxygène, est-ce qu'on a le temps d'attendre ou pas? Et dans ces cas-là, si on n'a pas le temps, il vaut mieux partir sur une solution de bouteille ou de cuve d'oxygène liquide. Et pour finir, les compétences techniques disponibles. Donc, est-ce qu'on a des techniciens, des ingénieurs capables de maintenir une centrale ou pas? Et donc, ça, voilà, c'est avec ces différents critères qu'il va falloir choisir la meilleure solution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Alors, merci beaucoup Benoît Pierre pour ce tour d'horizon très complet sur les solutions disponibles. Et je n'en doute pas, ça sera très utile aux nombreux biomédicaux qui nous écoutent. Effectivement, comme Benoît Pierre le rappelle, et j'aurais dû le rappeler avant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Donc le chat en priorité, le chat Q et R qui apparaît en bas de l'écran. Et on va essayer d'y répondre le plus possible. Donc, les présentations étant maintenant terminées, je vais donc laisser la parole à Augustin qui justement va animer ce temps de questions-réponses. Et puis, pour ma part, je vous retrouve juste après.